À moins d'une semaine de son investiture, le chef de l'État a présidé le dernier conseil des ministres de l'année ce 23 décembre. Quelle a été l'ambiance au palais de Kosiam ce mercredi? Ambiance quelque peu marquée par la situation sanitaire préoccupante. Augmentation des contaminations à la COVID-19 oblige. Fin de la 7e législature. Hier, à l'Assemblée nationale, les députés se sont dit au revoir ou adieu. C'est selon Bala Alassane Sakandé quitte le perchoir. Sera-t-il reconduit? Vous entendrez sur ce sujet les réponses de certains élus. Et puis, lutte contre le paludisme, eh bien, les chiffres sont encourageants selon le Comité national de pilotage de la lutte contre le paludisme qui dit que la létalité est en baisse. Une des informations données au cours d'une session ce 22 décembre, le plan stratégique 2021-2025 a été également adopté. Voilà pour le sommaire. Bonsoir et bienvenue. Tout de suite, direction le palais de Kosiam où s'est tenu ce 23 décembre le dernier conseil des ministres de l'année et du premier quinquennat de Roch Marc Christian Kaboré, mais aussi le tout premier du genre du président réélu, pas encore investi, c'est vrai, cela fait beaucoup de choses. Une situation qui a donné un caractère un peu particulier à l'exercice ce matin. Qu'est-ce que le chef de l'État et ses ministres se sont donc dit, bien sûr, dans un contexte où la recrudescence de la COVID-19 est aussi le sujet du jour? Abdourazak Traoré. Un standing ovation pour le président du Faso ce mercredi au palais présidentiel. C'est le tout premier conseil après une suspension de 2 mois due au calendrier électoral. C'est aussi le probable dernier conseil des ministres du quinquennat. Alors, c'était presque des adieux ce 23 décembre à Kosiam. C'est la première fois que le gouvernement recevait donc le chef de l'État, son Excellence Roch Marc Christian Kaboré, élu donc aux élections. Et ensuite, le Premier ministre s'est adressé à lui, lui a présenté donc nos félicitations et a félicité également les députés, les ministres qui ont été élus députés, a encouragé ceux qui n'ont pas reçu cet exercice-là pour la première fois et a renouvelé donc notre disponibilité en tant que ministre, aujourd'hui peut-être plus ministre demain, à accompagner le chef de l'État et accompagner le développement de Burkinabé à tous les postes qui nous seront donc, ou à toutes les possibilités, y compris en retournant simplement à nos emplois habituels, à servir le Burkinais à faire avancer. Donc c'est un conseil des ministres très studieux. Personne n'était en vacances. On a commencé à 9h15. On a fini à 13h50. 4 heures de travaux au cours desquels la situation sanitaire du pays n'a pas été occultée. Les chiffres de la COVID-19 sont de plus en plus préoccupants. En moyenne, plus de 100 nouveaux cas par jour ces dernières semaines. Le taux de létalité qui augmente en cette veille de la fête de fin d'année. Moment par excellence de rassemblement. L'exécutif est soucieux de la santé des populations. Interpelle les Burkinabés de façon individuelle et collective pour que nous fassions l'effort de porter le masque, de respecter le lavage des mains, autant que faire se peut la distanciation. Et dans cette période de fêtes et d'événements sociaux, de savoir garder raison dans les accomplissements que nous avons. Moins nous avons besoin de nous déplacer, mieux nous serons protégés par cette maladie. L'heure est donc à la sensibilisation. Le Burkina ne fêtera pas sous couvre-feu, comme l'annoncent des rumeurs. Situation sanitaire au menu des échanges, mais aussi des actions de développement. Le Conseil a ainsi approuvé les résultats d'appel d'offres pour les travaux de réalisation d'infrastructures dans 6 régions du Burkina Faso. Il s'agit donc de la construction de périmètres maraîchers, de parcs de vaccination, d'aires d'abattage, de boutiques, de marchés, de halls centraux, de hangars de marché à bétail, de magasins de stockage et de gares routières. Ces infrastructures seront réalisées donc dans les régions de la Cascade, la région du centre, la région du centre-ouest, la région des Hauts-Bassins, la région du plateau central et celle donc du sud-ouest. Le montant total des réalisations s'élève à 15 514 217 295 francs CFA hors taxes
et le financement est assuré par la Banque ouest-africaine de développement. Toujours dans le cadre des réalisations, autorisation a été donnée au ministre des Finances de conclure un prêt avec la Banque européenne d'investissement à hauteur de 9 milliards de francs CFA. Le prêt permettra de construire un drain de 5 km à Tanguin, à Ouagadougou. La construction d'un drain de Tanguin sur 5 km, les aménagements urbanistiques et paysagers le long de ce drain-là, la valorisation donc des berges à des fins sportives et récréatives tout le long du drain. Enfin, le Conseil des ministres a nommé un agent judiciaire de l'État en remplaçant à l'agent judiciaire du Trésor. Une quarantaine d'agents judiciaires adjoints ont également été nommés. À l'Assemblée nationale également, c'est un parfum de fin de mandature qui règne. Hier s'est tenue la dernière session de l'année, mais aussi la toute dernière de la 7e législature. On a essayé de faire le bilan des travaux menés pendant 5 ans. C'est un sentiment du devoir accompli qu'ont exprimé les députés dans une atmosphère de simple revoir pour certains et d'adieu pour d'autres. Ambiance à l'hémicycle, Rémi Lambert-Nébier. Triple clôture en ce 22 décembre à l'hémicycle. La plénière du jour que 110 députés ont honoré de leur présence marque d'abord la fin de la 2e session ordinaire de l'année. Ensuite, elle consacre la fin de la 7e législature. Et enfin, elle sonne la fin de mandat pour tous les élus. Même si nombre d'entre eux reviendront pour la 8e législature, il y a ceux aussi qui quittent l'Assemblée nationale pour au moins 5 ans. Ambiance d'au revoir ou d'adieu, on pense rester parlementaire dans l'âme. Non, pas de regret, parce que la lutte politique, c'est comme ça. Il y a une vie avant la politique, il y a eu une vie pendant la politique et il y aura toujours une vie après la politique, après l'Assemblée nationale. Donc, il n'y a vraiment pas de problème. La lutte va continuer, le combat va continuer. Je m'évertuerai à poursuivre cela, surtout en faveur des femmes. Aujourd'hui, mon parti n'a pas été reconduit. Mais je pense que c'est parce que je ne suis pas député que je ne peux pas réinvestir, que je ne peux pas interpeller toujours, que je ne peux pas encore écrire, que je ne peux pas donc faire en sorte pour apporter ma contribution dans des propositions de loi ou dans des pétitions qui puissent permettre effectivement d'élever le niveau de la démocratie dans notre pays. C'est-à-dire que la sanction du peuple, il faut l'accepter comme telle et me préparer pour les futures échéances. C'est ça aussi, être un politicien. La 7e législature peut se satisfaire du bilan de son mandat. 231 lois votées, 54 résolutions prises, 11 missions d'information menées et 7 commissions d'enquête parlementaire initiées. Il y a de quoi penser qu'on a été au four et au moulin. Nous n'avons pas du tout eu de repos pendant ces 5 années. C'est fier et content d'avoir accompli un devoir bien mérité et un devoir de privilégié que nous partons le cœur léger à la fin de cette session. C'est la première fois qu'un Parlement a eu un plan stratégique financé par des bailleurs de fonds extérieurs et par le budget de l'Assemblée et qui a porté de fruits pour notre visibilité, notre notoriété, mais notre sens élevé de pouvoir donc remplir la mission parlementaire. À la tête de cette 7e législature, il y a cet homme, Bala Alassane Sakandé. Il a mené l'institution d'une main de maître et avec le pragmatisme d'un leader d'institution. En ce 22 décembre, son discours ressemble à celui d'un au revoir. Tout en me témoignant de votre fructueuse collaboration, je vous resterai infiniment reconnaissant. De cette enrichissante aventure commune, l'une des grandes expériences personnelles dont je tire, c'est que le chef de Parlement n'est rien, ni ne peut rien, sans les autres membres de l'institution. Et c'est peut-être ce sens de l'écoute qui milite en sa faveur. Il aura marqué ses pairs en 3 années au perchoir. Et il lui en faut plus pour faire davantage preuve de charisme, pensent certains. Je suis à mon 3e mandat avec beaucoup de présidents de l'Assemblée nationale. Votre genre, en tout cas, est rare dans mon circuit. Donc je souhaite que vous puissiez prendre encore cette tâche de manière à ce que notre pays connaisse plutôt d'autres façons de faire que de se battre pour un poste. Au-delà
de ma position d'opposant, j'ai eu en tout cas à travailler avec un homme d'État. Je pense qu'il peut être très utile pour la République, pour tout le peuple. Ces qualités d'homme consensuel et d'homme d'État décrites par les députés permettront-elles à Bala Alassane Sakandé d'être porté à la tête de la 8e législature? Ce sera aux députés d'en décider la semaine prochaine dans un contexte de recherche de consensus au niveau national. Voilà, la semaine prochaine, donc on aura la réponse à votre question, Rémi Lambert-Nébi, mais c'est assez rare pour être souligné quand au-delà des adversités politiques, le consensus semble se dégager autour d'un homme, surtout au sein d'une institution aussi politique comme l'Assemblée nationale. Dans la lutte contre le paludisme, la politique gouvernementale, elle semble porter ses fruits. On assiste à une légère baisse de la létalité de la maladie, selon le Comité national de pilotage de la lutte contre le paludisme, réuni hier. À l'ordre du jour, l'adoption du nouveau plan stratégique 2021-2025. Abdoulaziz Sarré nous en dit plus. Selon le ministère de la Santé, le paludisme demeure la première cause de consultation, d'hospitalisation et de décès dans les formations sanitaires. Au regard de ces données, le Comité national de pilotage de la lutte contre le paludisme veut intensifier ses interventions. Il est question au cours de cette rencontre d'adopter un nouveau plan stratégique de lutte contre cette maladie, qualifié de véritable problème de santé publique au Burkina Faso. La bonne nouvelle, c'est que, en fait, depuis 2015 à maintenant, on meurt moins du palu. On a une létalité qui est inférieure à 1%, c'est-à-dire 0,8, ce qui est réconfortant parce que des efforts sont faits, parce que tout ce qui est comme effort mis dans la lutte, c'est qu'aucun Burkinabé ne meurt du paludisme au pays. Donc ça, nous pouvons nous féliciter parce que nous sommes en deçà de 1%, mais nous travaillons à ce que, avec le nouveau plan stratégique que nous venons d'adapter pour les 5 prochaines années, que nous puissions vraiment fléchir la courbe de l'incidence et voir comment on peut avoir zéro décès lié au paludisme au Burkina Faso. Le nouveau plan stratégique de lutte contre le paludisme prévoit des campagnes de pulvérisation intradomiciliaire. Il prévoit également la poursuite de la campagne de chimioprévention du paludisme saisonnier. La cible de la gratuité des soins sera aussi élargie en prenant en compte les enfants de 5 à 9 ans dans certaines régions, en plus de ceux de 3 à 5 à 9 mois. Sans oublier la distribution de moustiquaires aux femmes enceintes et aux enfants de moins d'1 an. Alors, ce qu'il faut noter, et la coordination du plan national contre le paludisme travaille à faire en sorte que le système de santé soit préparé à tout moment, et c'est ce qui se fait de façon quotidienne pour faire face aux besoins des populations, à la demande des populations pour les consultations, ce qui fait que nos structures et le personnel sont préparés dans ce sens-là. Et donc, nous travaillons aussi à ce que les protocoles soient connus par les prestataires, mais aussi qu'il y ait la disponibilité des intrants en termes de médicaments dans les structures de santé, jusqu'au niveau périphérique, en passant par les CM, CMA, CSPS, sans oublier les CHR. Donc, le système de santé est vraiment préparé face à cette maladie qui reste la première cause de consultation, d'hospitalisation, mais aussi malheureusement de décès au niveau de Burkina. En rappel, de 2002 à 2020, ce sont 4 générations de plans stratégiques de lutte contre le paludisme qu'a connu le Burkina Faso. Le dernier, qui a couvert la période de 2016-2020, a permis d'obtenir des résultats fort encourageants contre cette maladie, selon le ministère de la Santé. Le paludisme, mais aussi et surtout la Covid-19, deux pandémies au centre des préoccupations de la dernière session 2020 du Comité régional de gestion des épidémies dans la région du Nord. Quelles sont les actions déjà mises en œuvre? Que prévoit-on pour être plus efficace? Abdoulaziz Sarré. C'est dans un contexte marqué par un rebond de la Covid-19 au Burkina Faso que se tient cette session du Comité régional de gestion des épidémies. Tous préoccupés par le bien-être des populations, ces acteurs de santé, de sécurité et des ONG du Nord se partagent des informations en rapport avec la maladie à coronavirus afin de dégager des actions futures pour une meilleure gestion de la pandémie dans leur région. Alors, de façon cumulative, nous avons une dizaine de cas qui sont pris en charge au niveau de la région du Nord. Il est vrai que 50% des cas sont déjà guéris, mais la prise en charge continue au niveau de notre région.
et nous n'avons pas pour le moment enregistré de décès dans la région. Nous souhaiterions qu'à travers donc, les discussions que nous aurons avec l'ensemble des membres du comité, nous puissions renforcer à tous les niveaux les actions de lutte contre donc, cette maladie. L'une des principales difficultés rencontrées dans la lutte contre la Covid-19 dans le Nord est liée au manque de financement. Selon le directeur régional de la santé, le plan de riposte mis en place par le comité régional de gestion des épidémies n'a pas été financé à la hauteur des attentes. Mais fort heureusement, le comité avait à ses côtés l'ONG International Rescue Committee qui lui a porté main forte durant cette période. En plus de la formation des agents de santé sur la Covid-19 et la mise en place de dispositifs de triage, l'IRC a offert des tableaux synoptiques à plusieurs structures de santé du Nord, puis les a dotés en matériel médical et en équipement de protection individuelle pour les agents. Nous avons aussi également fait un appui financier au comité régional de gestion des épidémies de la région du Nord. Nous avons distribué des kits d'hygiène dans 21 centres de santé, y compris des dispositifs de lavage de mains. Nous avons construit 3 postes d'eau autonome solaire dans les structures de santé, 15 incinérateurs, 15 blocs de latrines et 15 aires de lavage dans ces mêmes centres de santé. Et ce n'est pas tout. Pour permettre à la région de mieux faire face à la résurgence de nouveaux cas de Covid-19, l'IRC lui offre du matériel et d'équipements de protection pour les agents de santé du Nord. Un don d'une valeur de 85 millions de francs CFA. Comme vous le savez, actuellement, on assiste à une résurgence de la Covid-19 et donc on espère que les efforts qui ont été fournis par International Rescue Committee ici ils vont servir à endiguer la progression de la Covid-19 et permettre aux agents de santé de rester, j'allais dire, en bonne santé et de pouvoir travailler dans de bonnes conditions pour traiter éventuellement les gens qui seraient malades. Voilà. Toutes ces actions de l'IRC s'inscrivent dans le cadre de son projet mondial de préparation et de réponse à la Covid-19. Il est financé par le ministère fédéral allemand des Affaires étrangères, GEFO. La lutte contre la Covid-19 est un sujet majeur des reportages et des articles de presse tout au long de l'année 2020. Notre confrère Richard Sama du quotidien L'Observateur Palga s'est lui penché sur les mesures prises pour endiguer la maladie en milieu carcéral. Un article qui lui a valu une distinction dans le concours prix AJB de la redevabilité et du contrôle citoyen, santé, économie, société. Dans tous ces secteurs, les travaux des journalistes ont été récompensés. Stéphanie Hien. Les lauréats de la 3e édition du prix de la redevabilité et du contrôle citoyen sont connus au cours de cette soirée. Dans la catégorie santé, Hugues Richard Sama du journal L'Observateur Palga remporte le prix. La Moussa Bazoun, journaliste d'investigation du Courrier confidentiel, est le lauréat de la catégorie économie. Et pour ce qui est de l'éducation, le prix revient à Simplice Zongo du journal Le Reporter. À travers cette distinction, l'AJB entend prêter main forte au gouvernement dans la résolution de certaines préoccupations sociales. Les lauréats sont animés de satisfaction et de reconnaissance. Chacun des articles évoque un thème d'actualité, la Covid-19 et la gestion des biens publics. L'univers carcéral est un univers assez particulier. C'est un univers où la distanciation sociale qu'on recommande ou contre la maladie, en tout cas, est difficilement applicable. Mais l'un dans l'autre, les efforts conjugués des prisonniers ainsi que l'administration pénitentiaire a permis pour le moment de juguler la maladie et d'empêcher que la maladie ne traverse en tout cas les murs de la Mako. Ce prix a une saveur particulière parce que c'est un prix qui s'appelle le prix de la redevabilité et du contrôle citoyen. C'est un prix qui nous ramène à l'essence même de notre métier de journaliste, qui est de jouer les troubles faits, de s'assurer que ce qui est dit est fait, que ce qui est fait est bien fait. Ce soir, je suis satisfait et content, mais en même temps, je suis reconnaissant à l'AJB et au jury qui a pensé que cet article méritait des encouragements. Le contenu de l'article parle de surfacturation et des coûts de véhicules qui sont extrêmement élevés
parce que c'est passé par un mode qui n'est pas habituel au Burkina. Généralement, c'est par appel d'offres, ça s'est fait, et puis il y a une concurrence, mais là, c'est passé par une procédure de location de véhicules. Un super prix du ministère de l'Économie et des Finances est annoncé pour les éditions à venir. Le jury recommande par ailleurs une promotion du prix AJB pour plus d'engouement. Pour cette édition, chaque lauréat repart avec un trophée, une attestation et un chèque de 750 000 francs CFA. La sensibilisation par le théâtre, c'est le canal qu'a choisi l'ONG Save Children pour attirer l'attention des populations de la province de la Léraba sur l'importance de l'alimentation du nourrisson et du jeune enfant, de la femme enceinte et de la femme allaitante. Un thème bien campé par la troupe théâtrale Barakat de Banfora, surtout Justin Dabiré. Près de 2 heures durant, la troupe théâtrale Barakat de l'association Groupe Culture de Banfora a tenu en haleine les autorités et les populations de la province de la Léraba. Dans sa représentation, la troupe a proposé un scénario plein d'humour sur l'alimentation de la femme enceinte, de la femme allaitante, du nourrisson et du jeune enfant en mettant l'accent sur les bonnes attitudes alimentaires et l'hygiène. Ici, la représentation avait pour but de démontrer vraiment les bonnes et les mauvaises pratiques qui sont adoptées par la communauté et impliquer la communauté afin d'identifier les meilleures pratiques et s'engager à les observer dans les différents ménages. Et on ne peut qu'être satisfait de cette activité parce que le consortium Save Children ICPC a vraiment constaté l'adhésion de la population de la ville de Sendou ainsi que l'accompagnement des hautes autorités de la province, et ce qui témoigne vraiment de l'engagement à chaque niveau à nous accompagner de bout en bout dans la mise en œuvre des activités du projet Passanat afin de prévenir la malnutrition chronique dans la région, dans la province. Aujourd'hui, alors avec l'évaluation à mi-parcours qu'on a fait, on s'est rendu compte que la sensibilisation a beaucoup porté et il y a aujourd'hui, en tout cas, presque toutes les femmes qui accouchent, en tout cas dans l'heure qui suit là, alors on met l'enfant est mis au sein et également le colostrum. Alors, presque toutes les femmes aujourd'hui donnent le colostrum à l'enfant. Donc, nous pouvons dire que les actions qu'on a menées ont beaucoup porté et il y a quand même de l'amélioration en matière d'alimentation du nourrisson et du jeune enfant. L'objectif global de cette représentation est d'informer les autorités provinciales sur le contenu des messages livrés aux populations dans le cadre de la campagne de sensibilisation de masse, d'information, d'éducation et de communication pour le changement de comportement sur les pratiques optimales d'NGE et d'hygiène au niveau communautaire et local. Ce que nous retenons à travers cette représentation théâtrale, c'est en tout cas le message qui a été véhiculé, notamment le message par rapport à, en tout cas, une saine alimentation, notamment de la femme enceinte, de la femme allaitante, en tout cas du nourrisson et du jeune enfant. Voilà, il y a un certain nombre d'informations, notamment veiller à ce que la qualité de l'alimentation puisse être assurée pour assurer en tout cas une bonne croissance des enfants et de la femme enceinte. Save Children International et Initiative communautaire de prise en charge ICPC, constituant un consortium, mettent en œuvre le programme d'appui à la sécurité alimentaire et nutritionnelle de l'agriculture durable et à la résilience au Burkina Faso Passanat Nutrition dans la province de la Léraba. Ce projet est financé par l'Union européenne et va durer 4 ans, de juin 2018 à mai 2022. Elles sont au nombre de 45 femmes en situation de rue, formées en entrepreneuriat, un moyen de les sortir de la précarité et leur permettre d'avoir un travail décent. Une opération initiée par le ministère en charge de la femme et de l'action sociale. Archimède Boy. Ces femmes ont été retirées des rues de la ville de Ouagadougou. Réunies dans cette salle, elles reçoivent les conseils de la ministre en charge de l'action sociale. Elles viennent de terminer une série de formations qui leur permettra de mener des activités génératrices de revenus. Aujourd'hui, ces femmes, au nombre de 45, s'engagent à quitter définitivement
la rue. Après cette formation, nous quittons la rue complètement parce que la rue n'est pas bonne. Ça fait que nos enfants, même demain, ils peuvent aller dans la rue. Ils peuvent aller dans la rue et ils vont devenir plus que nous. Donc nous remercions Madame la ministre pour ce qu'elle fait pour le Burkina. Cette initiative rentre dans le cadre de l'opération de retrait des enfants et des femmes en situation de rue, débutée en août 2018 par le département de Laurence Marshall Ilboudou. Une opération qui a permis de former, équiper et installer déjà 126 femmes en 2019. Des résultats jugés satisfaisants par la ministre. Nous sommes satisfaits aujourd'hui de pouvoir communiquer avec ces femmes qui ont compris que la mendicité resterait et a toujours été handicapant pour les personnes qui s'adonnent à cette pratique. Et dire que plus que jamais, si nous voulons un Burkina Faso prospère, il faut que tout le monde travaille pour que nous puissions aller de l'avant. Parce que c'est ce que je leur ai dit, si tout le monde mendiait, personne n'allait avoir de l'argent pour leur donner. Donc il est important que chacun comprenne que c'est dans les efforts, dans le don de soi, c'est dans l'engagement à faire quelque chose de sa vie qu'on y réussit. La mise en œuvre de cette formation est assurée par le Centre écologique Albert Schweitzer. Cette organisation de recherche appliquée a outillé ces femmes en leadership féminin, en technique de production de la volaille et en gestion des entreprises. On parle encore d'entrepreneuriat, mais cette fois-ci dans la filière miel. L'apiculture génère un chiffre d'affaires annuel estimé à 3 milliards de francs CFA. Alors, la Chambre de commerce et d'industrie veut inciter les jeunes à s'intéresser au secteur, et ce, à travers un masterclass organisé en marge du premier salon national du miel. Rémi Lambert-Nébier. Avec une production de 1000 tonnes par an et un chiffre d'affaires d'environ 3 milliards de francs CFA, la filière miel présente d'énormes opportunités. De l'apiculture à la transformation du miel et ses produits dérivés, le marché existe et reste à explorer. Quand nous comparons le marché d'il y a 10 ans, le marché national d'il y a 10 ans, on sent qu'il y a un bon développement du marché national. Et dans la sous-région, le marché également, il est vierge. Donc le Burkina s'est bien positionné pour le marché sous-régional. Et depuis 2 ans, nous sommes l'un des premiers pays de l'Afrique occidentale à pouvoir exporter quand même son miel. C'est une opportunité que nous devons saisir. Et pour saisir cette opportunité, il faut qu'il y ait une production qualitative et quantitative. En vue de booster la filière, un masterclass est organisé par la Chambre de commerce et d'industrie du Burkina Faso. Dans la salle, des étudiants et des acteurs du domaine. Les meilleures pratiques et outils apicoles font l'objet d'un exposé. L'objectif visé est le renforcement des capacités des participants. Ce masterclass, il a pour but de renforcer les capacités théoriques et pratiques des acteurs en techniques modernes de production et de transformation des produits de la ruche, afin d'améliorer la contribution de la filière miel à l'économie nationale et un peu susciter des vocations, parce que nous avons fait appel aux élèves de l'École nationale de santé animale pour suivre cette communication. Et ce masterclass sera l'occasion pour nous de présenter aux acteurs, principalement ces jeunes étudiants, les bonnes pratiques de production de miel et des produits dérivés tels que la production de la cire, la production de la propolis et la production du pollen. On parlera également des bonnes pratiques au niveau de la transformation. Organisé en marge du Salon national du miel qui se tient du 17 au 19 décembre sur le site du CIAO, cette activité relève de la mise en œuvre du programme d'appui à la compétitivité de l'Afrique de l'Ouest, financé par l'Union européenne et la Chambre de commerce et d'industrie du Burkina Faso pour 4,5 milliards de francs CFA. À présent, cette rencontre d'échange entre le ministre de l'eau et les agences de l'eau du Burkina, un échange pour améliorer les offres de services pour profit des populations. Reportage surtout Justin Dabiri.
présenter les acquis, défis et perspectives de la gestion intégrée des ressources en eau au Burkina, présenter la situation de la contribution financière en matière d'eau et échanger à faire des propositions pour améliorer les actions de protection des ressources en eau sont, entre autres, les objectifs spécifiques de la rencontre entre le ministre de l'eau et les agents de l'eau du Burkina. Avant d'aborder toutes ces thématiques, le ministre en charge de l'eau a tenu à plébisciter les agents de l'eau qui ont fait, dit-il, preuve de courage et de détermination pour la défense de l'intérêt national. Dans cette situation, il convient de souligner que les structures centrales de mon département et les agents de l'eau ont fait preuve de courage et de détermination dans la défense de l'intérêt national. C'est pourquoi j'ai demandé cette rencontre pour, d'une part, saluer vos efforts et d'autre part, échanger sur les différentes préoccupations afin d'identifier les voies et les moyens qui vont vous permettre d'accomplir vos missions de façon efficace et efficiente. Au cours de cette rencontre, il est ressorti également que des services sont en retard de paiement de leurs factures. Face à cette situation, le ministre Nyonga Ambroise Ouedraogo a affirmé que des sanctions sont prévues à l'encontre de ces services. Les sanctions sont aussi prévues dans les textes législatifs et réglementaires. Et globalement, il y a des sanctions administratives et il y a des sanctions pénales. Puisque si vous ne payez pas, si vous décidez de payer avec un retard, payer là, c'est même une sanction. Ne faites que respecter la loi. Donc, il y a une pénalité de l'État qui est appliquée sur les paiements en retard. Est-il nécessaire de rappeler que l'eau est au centre de la vie humaine, animale et végétale, mais fortement menacée au regard des fortes pressions qu'elle subit? Cette situation n'est pas sans conséquence s'il n'y a pas un bon système de gouvernance autour de cette ressource dite or bleu. C'est donc dire que la gestion rationnelle et concertée de la ressource en eau nous interpelle tous, nécessairement, quelle qu'en soit notre appartenance socio-professionnelle. Au Burkina Faso, il existe 5 agents de l'eau, notamment les agents de l'eau des Cascades, du Gourma, du Liptako, du Nakambe et du Moun. L'agent du Moun a été créé le 23 février 2010. Elle couvre une superficie de 96,206 km², soit 35% du territoire national. À l'issue de cette rencontre, le secrétaire permanent pour la gestion intégrée des ressources en eau a donné des explications sur les missions des agences de l'eau du Burkina. Voilà, et nous terminons ce journal avec cette série de questions. Qui est vraiment l'architecte? Comment exerce-t-il son métier? Et pourquoi est-il si impératif de consulter un architecte avant de construire une maison ou un édifice? Eh bien, à toutes ces questions, vous pourrez avoir des réponses approfondies du 4 au 7 février 2021. C'est à cette date que se tiendra la 5e édition de la Semaine de l'architecture. Eh bien, avant l'événement, l'Ordre des architectes du Burkina était face à la presse. Benjamin Kwame. Pendant 72 heures, du 4 au 7 février 2020, le pavillon du soleil levant du CIAO sera aux couleurs de l'Ordre des architectes du Burkina. Cette 5e édition de la Semaine de l'architecte n'a rien changé de son objectif premier, celui de promouvoir et défendre la qualité architecturale, mais aussi connaître le métier dans son essence. La mission d'un architecte, c'est essentiellement concevoir des projets, élaborer des projets architecturaux. Les projets architecturaux, ça va de la maison aux immeubles, aux entrepôts, aux espaces verts. Les objectifs même de la Semaine de l'architecte, c'est pouvoir permettre une rencontre entre le privé et les professionnels. On va vraiment dire ça comme ça. C'est permettre à la population de pouvoir rencontrer les architectes. C'est vrai que c'est organisé sous forme de foire. La foire permet, on va dire, aux clients lambda de pouvoir rencontrer des architectes et de rencontrer des entreprises qui offrent des produits qui peuvent les intéresser. Architecture et sécurité urbaine, mieux construit pour des villes sûres, c'est autour de cette thématique que les organisateurs entendent mieux informer le public sur la profession. À cet effet, une batterie d'activités est prévue. Beaucoup de choses donc, seront à discuter durant des panels qui vont être dirigés donc, par l'ordre des architectes et d'autres personnes. Ces panels de discussion-là puissent trouver en fait des réponses
à toutes ces discussions et à toutes ces questions qu'on peut se poser aujourd'hui pour pouvoir rebondir sur de nouveaux aspects de l'architecture, comme les visites d'école ou les jeux radiophoniques vont rester là. Donc ce sera encore là durant cette session de la 5e édition. L'innovation majeure de cette édition est la journée porte ouverte pour la population. Les journées portes ouvertes ne se font pas au niveau du CIAO, elles vont se faire dans les agences d'architecture de ceux qui vont y participer. Voilà, donc on appelle toute la population à justement sortir massivement, rencontrer des architectes. Il est attendu également au cours de cette 5e édition de la Semaine de l'architecture, un prix d'excellence en journalisme dénommé Archiplume, un prix qui entre dans le cadre de la promotion des architectes et des œuvres architecturales au Burkina Faso. Et ainsi prend fin ce journal. Merci de l'avoir suivi. Merci encore de votre fidélité renouvelée. Rendez-vous donc demain à la même heure, 19h30, ici même sur BFM.